la véritable histoire d'Annabelle. En 1970, en Angleterre, la mère de Donna découvrit une ancienne poupée Regidian dans une boutique d'antiquités et pensant qu'elle plairait à sa fille de 24 ans, elle décida de lui offrir pour son anniversaire. À cette époque, Donna, qui était étudiante, partageait un petit appartement avec une jeune femme de son âge, Angie, qui préparait, comme elle, un diplôme d'infirmière. Quand sa mère lui offrit la poupée de chiffon, Donna fut touchée de son attention, mais en rentrant dans sa chambre, elle la déposa sur son lit et elle n'y prêta plus attention. Puis, alors que le jour s'écoulait, Donna et Angie crurent remarquer que la poupée bougeait toute seule. Au début, le changement était vraiment subtil. Sa position semblait légèrement différente. Quelque chose qui aurait pu arriver si quelqu'un aurait poussé le lit par inadvertance. Mais plus le temps passait, plus ses mouvements devenaient perceptibles. Chaque matin avant de partir, Donna posait Regidian sur son lit, les bras sur le côté et les jambes droites. Et chaque soir, quand elle rentrait chez elle, ses membres étaient positionnés différemment. Par exemple, ses jambes étaient croisées au niveau de ses chevilles ou ses bras étaient pliés. Ce phénomène leur semblant tellement étrange qu'au bout d'1 ou 2 semaines, les deux filles décidèrent de se livrer à une petite expérience. Un matin, avant de partir, Donna croisa volontairement les bras et les jambes de la poupée et à leur retour, comme elle l'avait deviné, la Regidian n'avait pas changé de place, mais ses bras et ses jambes étaient décroisés. Quelques semaines plus tard, la poupée semblait être devenue parfaitement mobile et elle ne s'en cachait plus. Le matin, Donna et Angie quittaient l'appartement en laissant la Regidian sur le lit et quand elle rentrait, elle la retrouvait assise en tailleur sur le canapé, les bras croisés ou bien encore debout sur ses pieds. Certains jours, Donna abandonnait la poupée sur le canapé avant de sortir et quand elle revenait, elle la retrouvait confortablement installée sur le lit de sa chambre. Plus surprenant encore, la porte de la pièce avait été soigneusement refermée derrière elle. Un soir, en rentrant dans l'appartement, Donna et Angie découvrirent la Regidian agenouillée sur une chaise. Près de la porte d'entrée, intriguées par ce phénomène, elles tentèrent de le reproduire sans jamais y parvenir. Dès qu'elle posait la poupée de chiffon sur ses genoux, elle tombait sur le sol. Les filles que l'étrange tournure des événements perturbaient décidèrent de raconter toute l'histoire à Lou, le petit ami d'Angie. Le jeune homme demanda alors à voir la poupée, mais quand il posa son regard sur elle, il comprit immédiatement que quelque chose de profondément mauvais se dissimulait derrière ses grands yeux ronds et son éternel sourire. Troublé, il leur fit part des sinistres sentiments qui lui inspirait la poupée, les mettant en garde sur les dangers éventuels qu'elle pouvait représenter. Mais Donna et Angie ne croyaient pas à ce genre de choses. Elles étaient persuadées qu'une explication logique existait et elles la cherchaient. Cela faisait environ 1 mois que Donna possédait la poupée lorsque de curieux petits morceaux de papier commencèrent à faire leur apparition dans l'appartement. Sur ces morceaux de papier, qui ressemblaient à des fragments de parchemin, des petits messages griffonnés presque illisibles semblaient avoir été tracés par la main d'un jeune enfant. Sur certains, des mots se devinaient qui disaient « aidez-nous » ou encore « aidez Lou », ce qui n'avait absolument aucun sens, vu que Lou n'avait aucun problème à l'époque. De plus, ils étaient tous écrits au crayon et elle n'en possédait aucun. Quant au parchemin, Donna retourna toutes les pièces de l'appartement à la recherche d'un papier de ce genre, mais en vain. Lou était convaincu que ces messages provenaient de la poupée de chiffon, qui, pensait-il, tentait de communiquer avec elle. Mais les deux filles se refusaient encore à y croire. Comme elles réfléchissaient à la question, elles en vinrent à se demander si une personne qu'elles ne connaissaient peut-être pas ne possédait pas les clés de leur appartement et si elles s'amusaient pas à leurs dépens. Elles décidèrent alors de piéger les fenêtres, les tapis et les portes. Mais malheureusement, aucune trace n'apparut et leur stratagème se révéla inefficace. Apparemment, personne ne s'introduisait chez elles. En leur absence, par contre, la poupée continuait toujours à se déplacer. Malgré tous les étranges incidents qu'elles avaient pu observer depuis qu'elles possédaient la poupée, et même en admettant qu'elle puisse se déplacer toute seule, les deux femmes n'étaient pas vraiment effrayées. Finalement, la poupée ne semblait pas animée de mauvaises intentions. En fait, elle paraissaient particulièrement bien disposées à leur égard. À Noël, Donna et Angie découvrirent une délicieuse petite boule de chocolat posée sur une chaîne stéréo et comme aucune d'entre elles ne l'avait achetée, alors elles en conclurent que le présent venait de la poupée. Cette délicate attention qui montrait clairement les bonnes intentions de leurs nouvelles amies et les enchanta même. Malheureusement,
cette harmonieuse cohabitation ne devrait pas durer bien longtemps. Peu de temps après, Donna et Angie virent une statuette traverser le salon en flottant dans les airs et retomber brutalement sur le sol. À ce moment-là, aucune des deux filles ne se trouvait près de l'objet. Mais pour la première fois, la peur vint les effleurer. Quelques jours plus tard, en rentrant chez elles, les femmes constatèrent que la poupée n'était plus dans le salon où elles l'avaient laissée, mais qu'elle se reposait sur le lit de Donna. Et elles n'en furent pas vraiment surprises. Après tout, le phénomène était devenu habituel. Pourtant, cette fois, sans vraiment savoir pourquoi, Donna parut brusquement sinistre. S'approchant de la Régidiane, elles s'aperçurent que le dos de sa main était taché de sang et que 3 gouttes vermeilles s'étalaient également sur sa poitrine. Alors, brusquement terrifiées, elles comprirent qu'elles allaient devoir se résoudre à demander de l'aide. Donna et Angie étaient témoins de phénomènes étranges depuis 6 semaines quand elles décidèrent de prendre contact avec une femme qui se disait médium. Lors de sa séance de spiritisme qui suivit et qui se déroula à leur domicile, la médium leur raconta la déchirante histoire d'Annabelle Ingitz. Enfin, on a un nom sur une petite fille, sur cette poupée, dont le corps avait été découvert dans les champs sur lesquels l'immeuble qu'elle habitait avait été construit. Voici le témoignage direct de Donna. Nous avions appris qu'une petite fille était morte sur cette propriété, qu'elle avait 7 ans et que son nom était Annabelle Ingitz. L'esprit d'Annabelle jouait dans les champs longtemps avant que cet appartement soit construit. C'était des moments de bonheur, elle nous l'a dit. Puis, comme tout le monde avait grandi ici et qu'ils n'étaient préoccupés que par leur travail, elle ne savait pas vers qui se tourner à part nous. Annabelle estimait que nous serions en mesure de la comprendre. C'est pourquoi elle a commencé à faire bouger la poupée de chiffon. Tout ce qu'elle voulait, c'est être aimée. Et c'est pour ça qu'elle nous a demandé si elle pouvait rester avec nous et habiter la poupée. Que pouvions-nous faire? Alors, on a dit oui. En l'invitant à rester chez elle, Donna et Angie ne réalisaient pas encore qu'elles venaient de commettre la plus terrible des erreurs. Les jeunes femmes, rassurées par la touchante histoire que leur avait racontée la médium, appelaient désormais la poupée Annabelle, du prénom de l'infortunée petite fille, et elles ignoraient les remarques de Lou. Le petit ami qui continuait à soutenir que la Régidiane, que Annabelle servait de refuge à quelque chose de bien plus dangereux que l'esprit égaré d'une fillette. Le jeune homme leur conseilla d'ailleurs de s'en débarrasser à plusieurs reprises. Donna s'opposait fermement à cette idée, expliquant que pour elle, se débarrasser de la poupée équivalait à abandonner un enfant. Annabelle conserva donc sa place à la maison, mais elle avait tout entendu des propos de Lou. Son insistance lui déplaisait fortement et elle allait lui faire comprendre. Une nuit, alors qu'il dormait d'un profond sommeil, le jeune homme se réveilla complètement paniqué. Il pensa tout d'abord avoir fait un mauvais rêve, comme souvent depuis que Donna et Angie possédaient cette abominable poupée. Mais cette fois, c'était différent. Voici son témoignage. Soudain, alors que j'étais étendu là, je me suis réveillé. Quelque chose me semblait menaçant. J'ai regardé la pièce, mais tout était à sa place. Lorsque j'ai baissé les yeux vers mes pieds, j'ai vu la poupée de chiffon Annabelle. Elle a glissé lentement sur mon corps et a monté sur ma poitrine et elle s'est arrêtée. Puis, elle a mis ses bras d'un côté de mon cou, comme si elle faisait connexion électrique. Ensuite, elle m'a étranglé. J'aurais aussi bien pu pousser un mur, elle ne voulait pas bouger. Elle m'a littéralement étranglé à mort. Je ne pouvais pas l'en empêcher, malgré tous mes efforts. Paralysé et à bout de souffle, Lou, qui était sur le point d'être asphyxié, perdit connaissance. Lorsqu'il reprit ses esprits le lendemain matin, il était persuadé de ne pas avoir rêvé. Il se sentait plus que jamais déterminé à se débarrasser de cette poupée et de l'esprit maléfique qui la possédait. Le jeune homme avait fort bien compris le message d'Annabelle, qui lui conseillait de s'occuper de ses affaires. Mais il s'inquiétait pour ses amis et il ne voulait pas renoncer. Il savait qu'il devait agir rapidement avant que la poupée ne frappe une nouvelle fois. Le lendemain soir, Lou et Angie préparaient leur futur voyage, étudiant les différentes cartes dans le salon, quand soudain, peu avant 23h, ils entendirent des bruissements étranges en provenance de la chambre de Donna. Sa colocataire s'étant absentée pour la soirée, Angie imagina immédiatement que quelqu'un s'était introduit dans l'appartement. Et si Lou ne dit rien, il craignait quelque chose de bien pire. S'avançant prudemment vers la porte, sur la pointe des pieds, il l'ouvrit le plus silencieusement possible, puis brusquement, il appuya sur l'interrupteur. La chambre était déserte, et la seule chose qui semblait avoir bougé était Annabelle, qui gisait sur le sol dans un coin de la pièce. Lou pénétra alors dans la chambre et il s'approcha de la poupée de chiffon avec appréhension.
À ce moment-là, il sentit un étrange picotement sur la nuque, comme si quelqu'un le regardait dans le dos. Alors, il se retourna et ensuite, il n'arrivait même pas à raconter ce qui lui arrivait, mais Angie, qui était derrière lui, le pouvait. Voici le témoignage d'Angie. Quand Lou s'est retourné, il n'y avait personne, mais il l'a soutenu, crié, il s'est attrapé la poitrine. Il était plié en deux, il était blessé et saignait lorsque je suis arrivé près de lui. Il avait du sang sur sa chemise, il tremblait de peur et nous sommes retournés dans la salle de séjour. Nous avons ensuite ouvert sa chemise et là, sur sa poitrine, il y avait ce qui semblait être des traces de griffes. Sur sa poitrine apparaissaient 7 marques distinctes, 4 horizontales, 3 verticales, chaudes comme des brûlures. Bizarrement, ces traces disparurent très rapidement. Le lendemain, une moitié n'était plus visible. 2 jours plus tard, elle s'était toute évanouie. Terrifiée par cette violente attaque, Donna et Angie décidèrent d'aller consulter un prêtre qu'elle connaissait et en qui elle avait toute confiance, le père Egan. Bien évidemment, elle pensait qu'il ne les croirait pas, mais le révérend écouta toute leur histoire sans rien contester et puis il leur dit qu'il n'avait jamais entendu parler de tel phénomène. Cependant, sans vouloir spéculer, il semblait que le problème était bien spirituel, qu'ils étaient peut-être graves, et il leur a promis d'en parler à l'un de ses supérieurs, le père Cook. Le père Cook, qui ne savait qu'en penser, décida d'en parler à 2 de ses amis, lesquels étaient particulièrement expérimentés dans ce genre de questions, les célèbres enquêteurs du paranormal, Ed et Lorraine Warren. L'enquête de Ed et Lorraine Warren. Dès qu'ils entendirent parler de la poupée Annabelle, Ed et Lorraine, inquiets, décidèrent de rencontrer les 3 témoins de cette étrange histoire. Ed était sidéré que les jeunes femmes aient prêté confiance aussi rapidement à un prétendu fantôme. Et dès leur première rencontre, il leur fit savoir. Pour commencer, il n'y a pas d'Annabelle. Il n'y en a jamais eu. Vous avez été dupés. Cependant, nous avons affaire à un esprit ici. La téléportation de la poupée quand vous étiez hors de l'appartement, l'apparition de notes écrites sur le parchemin, la manifestation de 3 gouttes de sang symboliques et le geste de la poupée sont tous significatifs. Ils me disent qu'elle avait un but, ce qui signifie qu'il y a une intelligence derrière toute cette activité. Mais les fantômes, les esprits, les simples esprits humains ne peuvent pas faire de choses de cette nature, ni avec cette intensité. Ils n'ont pas ce pouvoir. Entendant ces mots, Lou acquiesça. Ils avaient toujours pensé que la vieille Régidiane était une poupée vaudou et il s'empressa de le signaler. Il avait parlé aux filles, mais elles n'avaient pas voulu les écouter. Pour lui, la poupée se moquait d'elle. Mal à l'aise, Donna avoua qu'en apprenant l'histoire d'Annabelle, elle s'était surtout sentie préoccupée par l'âme de la petite fille et elle reconnut qu'elle n'aurait pas dû accorder autant de foi à la parole de fantôme. Elle pensait vraiment que la poupée était inoffensive, vu qu'elle n'avait jamais rien fait de mal, jusqu'au jour où Lou s'était fait attaquer. Comme personne n'avait jamais vu un enfant spectral dans l'appartement, après avoir écouté leurs témoignages, inspecté la poupée et les blessures de Lou, Ed et Lorraine en vinrent à la conclusion qu'il avait affaire à un véritable démon. Ils ne pensaient pas que la poupée était véritablement possédée par une créature maléfique, mais qu'elle servait plutôt d'intermédiaire entre le monde terrestre et l'enfer. L'esprit démoniaque avait probablement berné la médium afin de gagner leur confiance. Il s'était joué d'elle en s'étant prétendu l'âme d'un enfant perdu. Et depuis qu'elle avait obtenu leur permission de rester dans la maison, il agissait à sa guise. Habituellement, les gens ne sont pas ennuyés par des esprits démoniaques, à moins qu'ils ne fassent quelque chose qui les attire dans leur vie. Votre première erreur a été de prêter attention à la poupée. C'est pour cette raison que le démon s'était introduit dans la poupée, pour attirer l'attention sur lui. Une fois qu'il a eu votre attention, il vous a manipulé, ce qui vous a amené à avoir peur et même à être blessé. Les esprits maléfiques aiment infliger de la douleur. Ce sont des esprits négatifs. Votre seconde erreur, c'était la médium. Le démon devait en quelque sorte obtenir votre permission pour interférer dans vos vies. Malheureusement, de votre propre volonté, vous lui avez accordé cette autorisation. Ceci était l'explication que Ed leur donna. Ed leur expliqua ensuite qu'après avoir attaqué Lou, l'entité maléfique avait sûrement prévu de quitter la poupée et de rentrer dans l'un d'entre eux, dans le but de le posséder totalement, et que cette possession aurait été inévitablement suivie d'un meurtre. Donna lui demanda alors si le démon possédait la poupée quand il le faisait avec un humain. Et il lui répondit: les esprits ne possèdent pas des choses, les esprits possèdent des gens. Au lieu de ça, l'esprit a simplement
déplacer la poupée en donnant l'illusion qu'elle était en vie. Maintenant, ce qui est arrivé à Lou cette semaine devait se produire tôt ou tard. Vous couriez tous le danger d'être possédé par cet esprit, car c'était ce qu'il voulait vraiment. Mais Lou ne croyait pas à cette mascarade, alors il était une menace permanente pour l'entité. C'était une épreuve de force. Si l'esprit avait eu 1 ou 2 semaines de plus, vous auriez été tué, répliqua Ed Warren. Pensant résoudre le problème, Donna et Angie s'écrièrent d'une même voix qu'elles allaient changer d'appartement. Mais le regard noir que leur jeta Ed réduisit aussitôt leur espoir à néant. Elles avaient invité un esprit démoniaque chez elles. Elles ne s'en débarrasseraient pas si facilement. Pour Ed et Lorraine, elles n'avaient plus le choix. Il fallait procéder à une bénédiction d'exorcisme et ils pensaient demander au père Cook, qui avait fait appel à eux, de s'en occuper. Le révérend n'avait aucune envie de se retrouver impliqué dans cette affaire. Mais en apprenant la gravité de la situation, il accepta néanmoins de leur accorder un entretien. Ed espérait le convaincre. Il était impatient que la maison soit bénie et dès que la cérémonie serait terminée, il pensait emporter la poupée et la mettre à l'abri chez lui. Une fois les salutations d'usager formulées, Ed expliqua au prêtre que d'après lui, l'esprit responsable de l'activité malveillante n'était pas un humain, qu'il se trouvait dans l'appartement et que la seule manière de s'en débarrasser se trouvait dans la puissance des mots d'une bénédiction d'exorcisme. Le père Cook lui répondit qu'il n'était pas très familier de la démonologie, mais qu'il ne voyait pas quels étaient les signes qui permettraient de déterminer la nature de l'esprit, et Ed se lança alors dans un long monologue. Le voici. Cet esprit fonctionne de manière caractéristique. Ce qui se passe ici est essentiellement l'étape du phénomène qu'on appelle l'infestation. L'esprit, dans ce cas, un esprit démoniaque inhumain, a commencé à bouger la poupée autour de l'appartement par le biais de téléportation et par d'autres moyens. Une fois qu'il a suscité la curiosité des filles, ce qui était le but en déplaçant la poupée, elles ont fait l'erreur d'amener le médium ici, ce qui a poussé les choses un peu plus loin. Au cours d'une séance, l'entité par l'intermédiaire du médium a joué sur les troubles émotionnels des filles et il a réussi à les extorquer leur permission de faire ce qu'il veut. Dans la mesure où le démon est un esprit négatif, il s'est alors mis à provoquer des phénomènes manifestement négatifs. Il a suscité la peur à travers le mouvement étrange de cette poupée, il a provoqué la matérialisation de notes écrites perturbantes, il a laissé un résidu du sang sur la poupée et finalement il a attaqué le jeune homme, Lou, lui laissant une marque de griffe sanglante sur la poitrine. Au-delà de l'activité, Lorraine a également discerné que cet esprit inhumain était avec nous maintenant. Lorraine est une excellente clairvoyante. Elle ne s'est jamais trompée sur la nature d'un esprit qui était présent. Toutefois, si vous voulez aller plus loin, nous pouvons contester l'entité en la provoquant avec la religion. Voici la fin de ce qu'il a dit au prêtre. L'explication suffit apparemment à l'homme de Dieu, qui commença immédiatement le rituel. À la fin de la cérémonie qui se déroula sans incident, le père Cook étendit sa bénédiction alors à Donna, Angie, Lou, Ed et Lorraine, déclarant que le démon ne pouvait plus leur faire de mal. Après quoi, Donna, qui craignait que la poupée soit toujours sous l'emprise de l'entité maléfique, demanda à Ed et Lorraine de l'emporter avec eux. Ce à quoi ils consentirent bien évidemment. Ed ramassa alors prudemment la poupée et la tendit à Lorraine. Puis le père Cook, qui n'avait aucune certitude quant à la réussite de son exorcisme, conseilla à Ed et Lorraine de ne pas se risquer à l'autoroute en rentrant chez eux, de peur que le démon ne soit encore dans la poupée et qu'il ne réussisse à influencer la voiture d'une manière ou d'une autre. Lorraine plaça la poupée sur la banquette arrière, ceinture bouclée, Ed démarra la voiture et ils commencèrent leur long trajet de retour. Comme il craignait lui aussi que l'entité n'ait pas été chassée de la poupée de chiffon, Ed roulait exclusivement sur les petites routes, ce qui s'avéra une sage décision. Durant ce voyage, Ed et Lorraine se sentirent l'objet d'une haine farouche. À chaque fois qu'ils s'approchaient d'un virage serré, les freins se bloquaient. Leur voiture ne répondait plus comme elle aurait dû, ce qui faillit entraîner une multitude de collisions. Bien évidemment, il leur aurait été facile de jeter la poupée dans les bois, mais Annabelle aurait alors pu se téléporter dans l'appartement des filles ou mettre n'importe quel innocent promeneur en danger. À un certain moment, leur véhicule s'arrêta inexplicablement en plein milieu de la route. Ed ouvrit alors le sac noir, il en sortit un flacon, puis il aspergea la poupée. C'était de l'eau bénite.
tout en faisant le signe de croix et la voiture redémarre. L'eau bénite semblait avoir calmé Annabelle, car à partir de ce moment-là, le trajet fut des plus tranquilles. Ed avait placé la poupée sur une chaise près de son bureau, pensant ainsi la surveiller plus facilement. Au début, Annabelle ne se manifestait guère, elle se contentait de léviter, s'élevant dans les airs et retombant brusquement sur le sol. Puis, les semaines passèrent et elle commença à apparaître dans différentes pièces. Lorsque les Warren partaient de chez eux, ils s'enfermaient dans un bureau situé à l'extérieur de la maison et quand ils revenaient, ils découvraient Annabelle confortablement assise à l'étage dans le fauteuil d'Ed. Elle semblait les narguer silencieusement. Peu de temps après, un chat noir commença à se matérialiser près d'elle. La créature faisait le tour de la pièce, regardant les livres et les objets appartenant à Ed, puis elle revenait près de la poupée se dématérialisant, la tête penchée vers le bas. Annabelle détestait les ecclésiastiques et elle ne manquait pas une occasion de le montrer. Un soir, alors qu'elle se trouvait seule dans la maison, Lorraine fut soudain terrifiée par les grognements menaçants qui résonnaient dans tout le bâtiment. Plus tard, quand elle écouta le répondeur téléphonique, elle aperçut que le père Hagen avait tenté de les joindre à 2 reprises et que le grognement s'était produit entre les 2 appels. Un jour, le père Jason Bradford, exorciste catholique qui avait travaillé avec Ed, va lui rendre visite et lui posa quelques questions sur Annabelle. Le démonologue lui décrivait les singulières manifestations de leur invité quand brusquement, le prêtre prit Annabelle entre ses bras et lui dit « Tu n'es qu'une poupée de chiffon, Annabelle. Tu ne peux pas faire de mal à personne. » Puis il lança la poupée sur une chaise. « C'est une chose que vous auriez mieux fait de ne pas dire, souligna Ed. » Tout comme son mari, Lorraine s'inquiétait pour le prêtre qui avait provoqué la poupée d'une aussi violente manière. Aussi lui conseilla-t-elle de se montrer prudent sur le chemin de retour et de lui téléphoner sitôt arrivé au presbytère. L'appel attendu ne vint que fort tard dans la soirée. Le révérend bouleversé expliqua alors à Lorraine que ses frères avaient lâché alors qu'ils s'approchaient d'une intersection. Sa voiture était détruite, elle n'était plus qu'une épave et il avait survécu de justesse à cet accident qui aurait été fatal pour certains. Quelque temps plus tard, à l'occasion d'une grande réception chez les Warren, Lorraine et le père Jason s'isolèrent pour discuter dans une pièce où, par une curieuse coïncidence, Annabelle s'était installée la veille. Alors qu'il parlait avec Lorraine, le prêtre put observer une décoration ornementale faire un mouvement rapide sur le mur et au même moment, le collier de dents de sanglier qui se trouvait près d'eux explosa soudainement en une détonation terrifiante. En entendant ce bruit, les invités se précipitèrent vers la salle et quelqu'un eut la bonne idée de prendre une photographie. Une fois développée, la photo semblait normale, mais au-dessus d'eux, Annabelle se trouvait 2 points lumineux qui pointaient tous les 2 en direction du père Jason. À une autre occasion, Ed se trouvait dans un bureau, discutant avec un enquêteur de police d'un assassinat lié à la sorcellerie qui s'était déroulé dans la région, quand soudain, Lorraine appela à l'étage. Avant de sortir de la pièce, Ed expliqua au policier qu'en son absence, il pouvait regarder les objets qui se trouvaient dans son bureau, mais qu'il devait absolument faire preuve de prudence et ne pas toucher, car certains avaient été appliqués dans des cas d'invocation démoniaque. Il était parti depuis 5 minutes à peine quand soudain le policier se présenta à l'étage, Livy. Ed lui demanda ce qui était arrivé, mais l'homme semblait dans un état de choc et répétait la même chose encore et encore. La poupée de chiffon est vivante. Il parlait bien évidemment d'Annabelle. Et suite à cette mésaventure, jamais plus il n'accepta de rencontrer Ed dans son bureau. Comme la poupée Annabelle était trop dangereuse pour être ainsi exposée au monde, Ed et Lorraine décidèrent de l'emprisonner dans une boîte scellée. Et devant sa vitrine, ils déposèrent une petite pancarte qui disait « Attention, ne pas ouvrir ». Des années plus tard, alors qu'elle faisait visiter le musée de l'occulte à une équipe de tournage, peu de temps après la sortie du film The Conjuring, Lorraine s'arrêta devant la cage de verre d'Annabelle et se tourna vers la caméra. Elle lui dit « L'objet le plus terrifiant du musée, c'est cette poupée. Je ne vais pas la regarder. Vous pouvez la filmer, mais je ne la regarderai pas. Elle a causé bien des malheurs à bien des personnes. » Fin de l'histoire.